Puis là, à un moment donné, j'ai rappelé mon ancien boss. J'étais comme, hey, pour de vrai, quand il y a un purpose, c'est facile de trouver du monde. Puis les gens sont prêts aussi à comme faire moins d'argent, mais avoir plus de sens. Les gens sont vraiment en quête de sens actuellement. Je sais pas si tu le sens pas autour de toi que les gens sont en quête de sens. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Fauve Doucet, présidente et cofondatrice chez Partage Club, une plateforme d'économie collaborative qui révolutionne le partage sécuritaire d'objets entre voisins-voisines. Partage Club, c'est 3 ans, 10 employés, 20 000 utilisateurs dans au-dessus de 50 villes, puis un pre-seed de 700K. On parle de son background à Fauve dans la pub et puis des avantages que ça lui donne, la genèse de Partage Club, puis la philosophie de la décroissance. On touche aussi à l'expérience d'être une femme en tech, l'entrepreneuriat d'impact, la clean tech, l'embauche quand t'es mission-driven, et plus, c'est un pod vraiment le fun qui m'a challengé sur quelques trucs. Alright, on passe au show, let's go! Fauve Doucet, bienvenue sur Ça se passe. Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. La première question sur le pod, souvent, c'est comment on s'est connus. Dans notre cas, ça va être relativement bref parce qu'on se connaît pas. On s'est connus au studio SF avec un café décaféiné il y a à peu près 10 minutes. Yes. Mais Joël, nous, on a fait un effort conscient d'avoir plus de femmes aussi en business sur le pod, puis diminuer un peu notre bon vieux ratio de white boys sur le feed. Fait que genre, pendant qu'on a fait ce crunch-là, Joël m'a déjà parlé de toi avant ça, puis là, elle a dit, il faut qu'on aille Fauve sur le pod. On t'a outreach, puis t'as gracieusement accepté d'être là. Fait que merci. Merci à vous autres de m'inviter. Ça me fait plaisir. Pour le monde qui ne te connaisse pas déjà, tu veux-tu me faire un TLDR un peu de t'es qui, toi, mettons, comme professionnelle, entrepreneuse? Ben, je commence tout le temps par mon perso parce que je trouve que ça apporte une touche. Fait que rapidement, je suis une femme qui est maman de 2 enfants. Nice. Puis moi, dans le fond, mon background est vraiment plus en marketing et en com. Oui. Donc, j'ai travaillé des Cossette, des Sidley, de grandes agences de pub, pas mal toute ma carrière, beaucoup dans des rôles d'innovation. OK. Fait que j'ai eu la chance de gagner plein de prix, monter sur le stage, gagner des clients, le côté très entreprenant. Glam aussi de la glam. pub. Ouais, à la fin, c'était un petit peu moins glam. Il y avait comme... c'était un peu moins sex rock and roll. Là. C'était... Pas comme dans 99 francs, mettons. Là. Ouais, non, c'est ça. On était... je pense que je l'ai senti au début de ma carrière. Puis après, ça c'est quand même... C'était plus ça, mais c'était quand même très trippant. Puis... à un moment donné, justement, j'ai eu à faire une pause de ma carrière, puis j'ai eu un cours sur la décroissance soutenable, on pourra en reparler. Wow. Puis j'avais eu une idée aussi d'entreprise, mais j'avais une job tellement prenante que mon modèle d'affaires, je l'avais griffonné sur un bout d'une table, il fonctionnait à moitié. Puis quand j'ai eu le cours sur la décroissance soutenable, puis je trouvais ça complètement fou, le nombre de jouets qui rentraient chez nous. Maman de 2 enfants, on se rappelle. Ouais. J'étais comme, me semble, there has to be a better way. Puis quand j'ai eu le cours sur la décroissance soutenable, on a parlé beaucoup de mutualisation par rapport aux ressources naturelles limitées, puis comment il faut repenser notre façon de consommer. Puis j'ai pensé au partage. Puis je me suis dit, c'est pas juste les jouets. Ça peut être plein de choses. Fait que j'ai décidé de lâcher ma job. Puis de commencer un projet. Puis j'ai mis une brique après une brique. Puis... c'est maintenant... C'est une maison. On est une maison, exactement. Voilà, je suis entrepreneur en technologie. C'est insane. Qu'est-ce que ça veut dire mutualiser? Mutualiser, c'est un nom fancy pour parler de partage, dans le fond. Fait que c'est vraiment de mettre en commun différentes choses. Ça peut être des ressources matérielles, ça peut être des espaces, ça peut être des ressources humaines. Coworking, ça rentrerait un peu là-dedans? Oui, c'est de la mutualisation. Dans le fond, un autobus, c'est de la mutualisation. Ah, ouais, c'est bon. Got it. Merci. J'aime ça apprendre de nouveaux mots. Oui. Fauve, Partage Club, si tu avais à me faire un elevator pitch puis me donner une couple de chiffres pour que je situe l'entreprise est rendue où à peu près? Donc, on est une entreprise qui a été fondée en 2022. Ouais. Donc, ça va faire 3 ans et quelques, c'est yes. ça? Right? Yes. On est rendu à 10 employés. On est en hyper-croissance. Donc, on a commercialisé il y a 2 ans. On a fait x6 en termes de business l'année dernière. On vise 2 millions de chiffre d'affaires cette année.
On a réussi à être profitable l'année dernière. On a levé une pre-seed. On est en train de finaliser notre seed. On est au Québec, mais on est aussi en France. On est une entreprise en clean tech dans le domaine de l'économie circulaire. C'est-tu pas pire, ça? 20 000 users. C'est pas pire. Puis concrètement, mettons, ce que l'app permet de faire. Oui. L'application, en fait, qu'on est une application de partage d'objets. Donc, notre premier produit, c'était vraiment de partager des objets qu'on a à la maison avec nos voisins. Donc, de mutualiser ma perceuse, mes jouets. Et donc, c'est pas de la vente, c'est pas du don, c'est pas de la location. Il n'y a aucun échange d'argent. Donc, je te prête ma souffleuse à neige, tu me la ramènes. Puis là, on est en train aussi de développer tout ce qui est en marque blanche, en fait. Donc, un SaaS de mutualisation aussi pour d'autres types de cas de mutualisation à travers les entreprises. Donc, pour faire ce qu'on a fait avec Partage Club Core, qu'on dit, mais de créer des plateformes de partage pour d'autres organisations. C'est assez cool. Puis on va pouvoir rentrer dans ce côté B2B-là aussi. Puis ça me rappelle, c'est un excellent rappel que White Label, c'est marque blanche en français. Ouais. Merci. Merci pour cette dose de francisation. Ça me fait du bien. Tu viens du monde de la pub, pas mal, Fauve. C'est un avantage ou un désavantage pour une fille qui se lance en tech après? Genre, ça te tue les cordes à ton arc ou des blind spots? Tu veux me parler de ça un peu? Oui, ben c'est un gros avantage parce que je te dirais, moi, je me suis rendu compte de mon super pouvoir, en fait, en pub, c'est je suis capable de faire du changement de comportement à grande échelle. Donc, je suis capable de convaincre des millions de gens d'acheter plus de chaussures. Mais... Tu devrais travailler pour Nike. Hein? Ouais, j'ai eu des clients en tout cas dans le domaine. Mais je pense que quand je travaillais en pub aussi, il y avait un côté de des fois, j'étais comme, on a-tu vraiment plus besoin de plus de chaussures ou d'autre chose? Puis ça m'a amené à travailler des campagnes en lien avec la COVID, des campagnes gouvernementales pour que les gens signent des dons d'organes, des trucs très, très mission-driven. Puis ça me faisait triper. Okay. Puis je voulais mettre mon jus de cerveau à quelque chose justement qui avait du sens avec mes valeurs. Donc, là, ce que je suis en train de convaincre, c'est de convaincre les gens d'arrêter d'acheter puis d'emprunter au lieu avec le partage. Donc, je mets à profit, en fait, cette belle connaissance. Parce que là, avoir le super pouvoir de changer le comportement de millions de personnes, ça, c'est comme l'oncle de Spider-Man dirait, c'est avec de avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Exactement. Puis là, toi, tu t'es dit, fuck it, je veux prendre ma responsabilité puis faire fitter ça avec mes valeurs. Ouais. Il y a quelque chose que tu as dit qui me trigger, qui me trigger, là, la notion de décroissance. Mettons. On dirait que ça vient chercher des affaires en moi, que ça shake des croyances que j'ai par rapport à comment que le monde devrait s'organiser, mettons. OK. Fait que je me demande si tu peux, ce cours-là là, que tu as eu sur la décroissance, puis ce principe-là, si tu peux au moins me le vulgariser pour qu'on parle le même langage là-dessus, puis que je vois si j'update un peu mes billets ou mes pensées. Ouais. On entend très peu parler de décroissance dans le monde de la tech. Vraiment beaucoup. Puis de l'AI. Fait que la décroissance, c'est un courant qui est né dans les années 70 en Europe. Puis qui voulait, en fait, qui disait que, tu sais, par rapport à tout ce qui se passe au niveau climatique puis des ressources naturelles, c'est qu'une des solutions, ça serait de décroître de manière systémique. Donc, en gros, de faire en sorte que les gens achètent moins, mais qu'ils ont moins aussi accès à des choses. Donc, tu sais, qu'on ne trouve pas nécessairement des kiwis en plein hiver à l'épicerie parce que ça n'a pas d'allure, parce qu'on ne devrait pas. Faire en sorte, justement, que, tu sais, au niveau de travailler moins, ben ça nous amène peut-être moins de revenus, mais plus de temps pour passer avec les enfants, puis de jardiner, puis de commencer à s'occuper de la communauté. Donc, il faut vraiment que ça soit systémiquement toute la société tone down en termes de productivité, de consommation, d'accélérer pour faire en sorte, en fait, qu'on arrête de mettre de la pression sur les ressources. Mais il faut tout le faire ensemble, OK? Fait que ça, c'était une prémisse, c'était une hypothèse, OK, qu'il fallait décroître de manière systémique. Par contre, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des courants de développement durable, puis qui ont dit, ben non, on peut trouver de la technologie, puis continuer à raser des forêts, puis continuer parce qu'on va trouver des technologies, puis des façons de pouvoir renouveler cette belle énergie-là et ces belles ressources. Mais trentaine, quarantaine d'années plus tard, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment tant ralenti, en fait, malgré la technologie puis l'innovation qui est arrivée. Puis, tu sais, on se ramasse encore aujourd'hui, jour de dépassement. Tout ce qu'on entend aux nouvelles... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, jour de dépassement? Le jour de dépassement, c'est de dire qu'à un moment donné, dans l'année, on a utilisé le maximum de ressources qui sont disponibles sur la Terre pour faire en sorte qu'on puisse arriver à se régénérer.
Fait que c'est vraiment de dire qu'il faut arrêter d'accélérer parce que là, on va plus vite que la Terre est capable de se régénérer en termes de ressources. OK. Ouais. Est-ce que la productivité, le capitalisme, l'appât du gain, tu penses que c'est quelque chose qui est vraiment inhérent, inné à la nature humaine, ou tu penses que c'est quelque chose qui peut être délogé puis changé somehow? Parce que pour que la décroissance fonctionne, ce mécanisme-là, qui est extrêmement fort dans beaucoup de personnes, du moins sur j'ai un biais, là, parce que je suis entouré d'entrepreneurs, j'ai l'impression qu'il faut comme déloger un peu ça. Ben, c'est parce qu'en ce moment, notre système de valeurs, et on le traduit de manière économique, on a créé la monnaie. Oh, ouais, exact. Mais en fait, puis tu sais, en ce moment, l'espèce de langage commun, c'est le cash. T'sais, on traduit tout par du cash. 100%. Puis la seule façon de mesurer, dans le fond, si un pays va bien, c'est le PIB. Exact. C'est le cash. Ouais. Mais qu'est-ce qui arrive? On ne mesure pas la santé nécessairement mentale des gens. On ne mesure pas nécessairement... Ben, on va mesurer c'est le chômage, tout ça, mais on ne va pas comparer ça ou la déforestation ou la régénération. Ce n'est pas des données qui est pris en compte. Ce qu'on va regarder, c'est juste le PIB. C'est vraiment la métrique qui permet de mesurer. Mais si on commence à mesurer d'autres types de mesures, puis pas juste l'argent, parce que l'argent, c'est pas nécessairement la seule mesure d'impact, ben c'est là, à ce moment-là, qu'on se rend compte que à un moment donné, il y a une limite à l'argent. Puis c'est pas nécessairement ça qui rend l'humain plus heureux. Puis on se rend compte aussi que, je sais qu'il y en a plein qui se sont rendus compte aussi qu'on a l'impression qu'avec l'argent, ben, en accumulant, je vais être plus heureux, je vais être plus libre, je vais pouvoir faire ce que je veux. Mais quand ils sont rendus à avoir tout ça, ils se rendent compte que c'est un peu vide au bout du compte. Profondément, ce qui rend l'humain heureux, en fait, c'est prouvé selon des études que ce qui augmente l'espérance de vie, c'est le nombre de connexions humaines que tu as avec les gens. C'est l'amour, la proximité, les relations. Genre. C'est le côté social parce qu'on est humain. Mais en tout cas, on philosophe, là, mais c'est juste pour dire que avec ça, dans le fond, c'est que l'argent à tout prix, je pense pas que humainement, quand on est arrivé sur la planète, il n'y avait pas d'argent. Là, on fonctionnait pas comme ça. C'est des marchands. C'est à un moment donné, on a comme créé la monnaie comme façon, en fait, de pouvoir donner une valeur à quelque chose qui était un langage commun de valeur. C'est comme c'est la monnaie qu'on a créée. Ouais, ben je pense que plein de penseurs et d'auteurs en parlent, mais c'est une histoire, l'argent qu'on se raconte. Puis tu sais, je pense que de mon point de vue, c'est la meilleure histoire jamais inventée parce que ça nous permet de nous organiser, de construire de la compagnie puis un système qui permet que la ressource qu'on essaye d'accumuler, elle est un peu immatérielle, ou du moins, avant c'était du papier, là, c'est des chiffres dans un ordinateur. Puis on joue à un jeu qui est d'accumuler cette ressource-là au lieu d'accumuler des ressources qui étaient genre d'autres humains ou les ressources matérielles que les autres humains avaient, puis j'ai l'impression que ça a diminué la violence puis le chaos dans nos civilisations, de tout s'entendre que l'argent, ça vaut quelque chose, puis c'est important d'en avoir. Ça a comme créé le jeu du capitalisme, genre. Ouais, ben moi, comment je le vois, c'est que l'argent, c'est super, là, c'est un système. C'est l'économie en soi, je veux dire, on a besoin de s'organiser, là, on a besoin pour comme vivre en synergie ensemble, puis bon. Mais c'est que l'argent est supposé être un moyen, pas une fin en soi. Fair. Fair. C'est pour ça, mais c'est parce que là, à un moment donné, là, c'est rendu que c'est devenu une fin. Je comprends. Fait que c'est plus là de dire... Parce que moi, je te donne un exemple. J'ai des investisseurs, puis tu sais, là, ils ont investi, ils ont fait de l'argent, ils ont de l'argent, puis tu sais, ils pourraient arrêter d'investir comme... Tu sais, ils en ont assez pour jusqu'à la fin, puis tout ça. Mais eux autres, ça les fait triper d'investir dans des entreprises pour avoir de l'impact. Tu sais, parce qu'ils se disent comme... Puis ils veulent pouvoir continuer à faire de l'argent pour investir pour avoir encore plus d'impact. Ils veulent faire de quoi avec leur argent qui va les amener à quelque chose qui peut avoir un sens. Mais avoir de l'argent pour avoir de l'argent, puis avoir du pouvoir, est-ce que ça l'amène vraiment comme est-ce que ça nous nourrit vraiment comme humains? Non, je pense que d'un point de vue individuel puis micro, c'est pas ça qui est l'ultime but, puis c'est pas ça qui est genre la réponse au bonheur puis tout ça. Mais je pense juste que d'un point de vue macro puis civilisationnel, c'est le meilleur moyen de s'organiser comme société. Fait que ce que je me demande, c'est si on va vers la décroissance pour justement avoir un impact positif sur notre maison, notre planète, ce qui est absolument louable, là, je comprends ça. Si on va vers la décroissance, tu as dit quelque chose de clé qui est faut tout qu'on le fasse ensemble.
J'ai comme l'impression que c'est ça l'espèce de fatalité de la décroissance, puis pourquoi ça marchera jamais, c'est qu'il va toujours avoir quelqu'un qui va essayer d'accumuler plus de ressources qu'un autre. Puis j'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui va pas vouloir jouer au jeu de la décroissance. Mm-hmm. Je me dis, j'ai-tu un blind spot là-dessus? Comment tu vois ça, tu sais? Ben, je pense que c'est un changement de valeur qui s'opère. Je pense que, moi, je te donne un exemple, puis peut-être que je suis dans mon écosystème, mais moi, quand j'ai découvert le partage, je me rends compte que j'ai moins besoin de dépenser, tu comprends? Fait que, ça feel good, genre, ça? Ça feel good, mais en fait, c'est pas parce que je dépense moins que je veux dire que j'ai pas accès à autant de choses. Tu peux quand même avoir de l'abondance, même s'il n'y a pas nécessairement de l'argent. Tu peux trouver de l'abondance ailleurs. En fait, tu ne prouves pas nécessairement. C'est parce qu'en ce moment, ce qu'on valorise, on survalorise l'argent, mais il y a beaucoup d'abondance ailleurs que justement au niveau juste de l'argent. Fait que, tu sais, c'est pas de dire un ou l'autre, mais je pense que c'est un changement de valeur de société, de comment qu'on vit ensemble. Puis on a passé à côté de beaucoup de choses à cause du capitalisme parce qu'il y a eu des lacunes, justement, parce qu'on a juste valorisé l'argent. Il y a plein d'autres choses à côté de l'argent. Les connexions humaines, le fait justement, tout ce qui est de l'impact environnemental aussi, d'être en forêt puis de pouvoir respirer de l'air frais, pas pollué, je veux dire, c'est vraiment nice. C'est fucking nice. Ouais, je le fais chez nous puis je capote. Ben, tu sais, maintenant, on n'en aura plus là, de rivière puis de forêt si on continue à ce rythme-là. Non, moi, je vais être correct, je pense. Non, c'est pas vrai. Tu sais, le gars, il est extrêmement égoïste. Parce que t'habites le Canada. Ouais, exact. Ça, c'est un autre enjeu. On a des genres de ressources qui vont devenir un peu alléchantes pour certains pays à un moment donné, sûrement. C'est trop intéressant pour moi. Je suis vraiment content de parler de ça avec toi. Puis c'est le fun pour moi d'être exposé aussi à une personne qui a une vision du monde puis de l'entrepreneuriat qui est différente de la majorité du monde à qui je parle, mettons, puis qui a un tantinet de clash avec genre mes perceptions à moi, c'est le fun. Puis je pense que d'avoir un podcast puis de pouvoir en parler, c'est un privilège. Fait que thanks. C'est vraiment nice. Fait que là, toi, tu t'es dit un moment donné, check, j'aligne mes valeurs, je lance une entreprise qui va me permettre justement une entreprise en clean tech qui va booster cette économie circulaire-là. Puis mon grand pouvoir, je le wield dans le partage club, mettons, pour changer les comportements. Mais là, t'as deux défis, right? Parce que t'as dit changer comportement. T'as buildé un produit puis une business que le monde va vouloir funder, puis t'as changé les comportements puis convaincre le monde d'adopter ce genre de produit-là. Fait que, quel qui vient en premier? T'as-tu converti du monde puis après ça, tu leur as poussé un produit? T'as-tu buildé un produit qui t'a aidé à convertir du monde? Genre, raconte-moi un peu comme la genèse de Partage Club, là. Ben, puis tu sais, tantôt, je disais, j'ai eu une idée puis j'ai lâché ma job. C'est pas comme ça que c'est arrivé officiellement. En fait, la première chose, c'est que j'ai fait une étude de marché. Fait que, tu sais, j'ai posé... Ouais, j'ai sondé 60 personnes, études semi-dirigées. J'avais fait un croquis. Ça s'appelait Toc 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 à l'époque. Toc Toc Toc. Ouais. J'aille pas ça. Ouais, c'est ça. Il y avait du monde qui était en deuil quand on a passé de Toc 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 à Partage Club. Là, c'était drôle. Mais, fait que ça s'est avéré positif. Donc, les gens étaient prêts, voulaient le produit, puis étaient prêts à payer jusqu'à 90 $ par année pour l'avoir. OK. Fait que ça, c'est ma première. Mais, validation. Là, première validation. Mais ce qu'on dit puis ce qu'on fait, on sait qu'il y a un clash toujours. Toujours. Fait que là, après, j'ai fait mon MVP. J'ai rencontré Isabelle Béthèse, justement. C'est elle qui a la technologie derrière Bixi, là, qui a été rachetée par Lyft. En tout cas, ça a été une des premières sur mon parcours. Nice. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il faut que tu crées ton MVP. Puis elle dit, un MVP, ça peut être une pancarte. C'est comme, c'est low-tech, c'est no-tech. C'est simple. Fait que mon MVP, ça a été d'inviter des mères dans mon quartier, à mon îlot de cuisine, prendre un petit verre de vin, puis dire, on va se créer un groupe Facebook, puis on n'achète rien pendant une couple de mois. On s'emprunte des affaires. C'est pas mal plus le fun qu'une maquette dans Figma. Exact. Puis rapidement, dans mon quartier, on est monté à 500 membres. Insane. Puis là, ben, il y a d'autres quartiers qui voulaient embarquer. Là, j'avais des gens de Bécomo, des maires. Là, tout le monde était comme, hey, je veux participer, je veux mon prototype. Toc, toc. J'étais comme, c'est juste des groupes Facebook, tu sais. Puis là, j'avais mes analytiques que je faisais à la main. Tu sais, j'allais voir les datas dans chacun de mes clubs. Puis là, j'étais comme, hey, je pense qu'il y a un besoin. Puis là, j'ai vraiment découvert toutes les friction points du produit, en fait. J'ai découvert beaucoup, puis j'ai une vérité, tu sais, le genre, je l'appelle ça, moi,
caramel dans la caramilk. Là. J'ai découvert que c'est le secret du produit, selon moi, puis c'est des réalités anthropologiques en faisant mon MVP. Je vais te raconter plus tard c'est quoi. Mais de ça, je me suis dit, il y a un de mes aviseurs qui m'a dit, pourquoi tu fais pas un crowdfunding? Puis tu sais, je vois ça, salut, bonjour, c'est comme du bonbon média. Là, C'est vrai. C'est vrai. Fait que là, j'étais comme, ah ouais, ben j'ai fait, moi, je suis de même. Tu me dis quelque chose, je le fais. Tu sais, genre, puis ça arrive. Fait qu'il faut juste me le mettre dans la tête ou que je l'écris. Fait qu'on a fait un crowdfunding, on est passé à salut, bonjour. Puis on a levé, je pense, 85 000. Ça nous a permis d'engager nos premiers pigistes pour bâtir une app qui a tenu avec des band-aids. Ouais. Mais à travers ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a recruté des développeurs, puis on a des anges qui nous ont contactés pendant notre crowdfunding. J'ai eu 6 anges qui m'ont contacté. Puis sais-tu l'impact qui les a drivés, justement? Oui. Parce que là, peut-être je suis naïf ou si tu me dis, Frank, t'es dans le champ, tu me dis... C'est l'impact. OK. Au début, je l'ai pas compris. Ils regardent pas ça en se disant genre, je vais faire 100x là-dessus sur mon partage club. Ben, ils veulent faire de l'argent. Ouais. Ils veulent faire de l'argent, mais ils veulent que leur argent... Non. C'est pour ça la finance d'impact, c'est pas philanthropique. Puis la finance d'impact, c'est pas philanthropique. Bon, il y a une coalition qui s'appelle Civic, qui est spécialisée en finance d'impact, avec qui est l'idée avec Sylvain Carle puis d'autres membres. Puis ça l'explique c'est quoi de la finance d'impact. Puis c'est pas de la philanthropie. Fait que dans le fond, c'est vraiment pour avoir du rendement. C'est vraiment de l'investissement pour avoir du rendement. Mais au-delà de ça, il faut qu'elle ait de l'impact social, environnemental, pas juste économique. Nice. Fait qu'il faut juste travailler plus fort pour que ça... Fait que c'est vraiment... donc, c'est ça. Puis moi, mon modèle, c'est qu'il est économiquement viable. Je pense qu'on va être une unicorn. Je pense qu'on a le potentiel, honnêtement. Mais nous, avec notre argent, on grandit notre impact. Puis plus les gens partagent, plus on fait de l'argent. Notre modèle d'affaires est intégré avec l'impact. Mais ça s'inscrit-tu vraiment dans une décroissance? Parce que j'ai l'impression que là, tu me parles de Ah oui, c'est il y a la croissance économique. L'effet de second ordre, c'est aussi qu'il va y avoir une décroissance parce qu'il va y avoir moins de consommation. Exactement. OK, c'est ça. Exactement. Il va y avoir une croissance économique dans mon modèle d'affaires en termes d'argent, mais c'est pas mal. L'argent ne fait pas mal. En fait, faire de l'argent, je veux dire, c'est pas grave faire de l'argent. Mais quand l'argent pille des forêts, fait des burn-out aux gens, puis est en train de comme... Elle tue l'humain. Sérieusement, on tue le vivant. C'est comme, à un moment donné, on est des humains. On est amenés sur la Terre pour vivre et être heureux. Là, on est en train de se faire prendre à notre propre jeu. Tu sais, on est infertile. On a de plus en plus de maladies. Puis moi. non, mais tu sais, si on l'amène macro à cause de la pollution. Excuse-moi, c'est juste que quand je parle, je fais des jokes. Là, je comprends. Si je m'excuse. Excuse-moi, j'annonce des mauvaises nouvelles. Moi, le monde va pas bien, là. Non, c'est vraiment intéressant. Mais là, ce qui me fait peur dans ce que tu parles, c'est que genre, dans ce que tu dis, tu sais, l'argent tue des êtres vivants, puis l'argent burn out des humains, puis l'argent. Puis là, je suis comme, moi, mais faut pas non plus. Le capitalisme, la surproduction. Mais ça démonise un peu l'argent, j'ai l'impression de parler. Mais c'est pas l'argent, c'est le modèle capitalisme qui ne regarde juste l'impact financier puis ne fait fi. Moi, je dis c'est pas mal de faire de l'argent. Ça prend de l'argent. L'argent est un moyen et non une fin. Ouais. Mais quand que l'argent est en train de tuer le vivant, nous, on est des humains. Là. Sur la Terre, on est là pour vivre. Ouais. Mais on continue dessus. On est en train de se faire piéger à notre propre... Je te file. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est dire, OK, à un moment donné, c'est pas l'argent à tout prix. Il faut que l'argent soit en symbiose avec d'autres choses. Il faut qu'elle soit au service de l'humain. Je vais te poser une question. Là, on prend encore une dérape philosophique. Là, mais parce que j'avais pas fini mon histoire de Genèse. Fini ton histoire de Genèse. Je vais garder mes angoisses existentielles pour plus tard. T'es sûr? Il n'y a pas de problème. OK. Ouais. Fait que là, on est rendu à notre brunch d'investisseurs parce que j'ai eu des anges qui m'ont comme contacté pour investir. Socio-financement, juste vite, tu l'as fait sur quelle plateforme? La Ruche. La Ruche. Ouais. OK, parfait. Merci. Puis, fait que là, c'est ça. On était à l'automne 2022. Ouais. Fait qu'automne 2022, j'organise un brunch. Puis là, tout le monde Sylvain Carle, qui est aviseur d'ailleurs chez nous, il dit, tu vas faire un brunch? Je suis comme, je le file de même. Est-ce que le monde a le goût d'investir ensemble? On va organiser un brunch, puis on va faire ça. Fait qu'on a pris du jus d'orange, des croissants. Puis, il y en a une couple qui ont converti, quasiment la majorité. Fait que ça m'a fait mon premier pre-seed. Si on veut, on a levé 700 000. Fait que là, on a pu engager des employés, pas juste des pigistes. Puis on a vraiment lancé la vraie version de l'app en juin 2023. On a repassé à Salut Bonjour. Ah bah ouais, fait que Salut Bonjour, c'était le plus gros show média que tu as eu avant de venir sur Ça se passe dans le fond, c'est ça? Il y a eu le 10 Dragons aussi. OK, fait que c'est bon. Ouais. Puis là, on a commencé à commercialiser. On pourra parler du modèle d'affaires, mais on a évolué notre modèle d'affaires.
Puis là, en 2024, on a encore plus accéléré au niveau de la commercialisation. Puis on est rendu aujourd'hui. Voilà. Puis on lève une seed. Là, tu lèves une seed. Oui. All right, folks. Un petit shout-out à Leviat Légal, partenaire certifié Ça se passe. C'est le cabinet tech-enabled pour tous vos deals, transactions, du financement VC aux stock options. Basically, des programmeurs en cravate. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis, manquez pas l'épisode 73 du pod avec Guillaume, le founder. Il y a des bonnes pépites. OK, de retour au pod. Question de noob. Pendant que je faisais la recherche justement sur ce que tu avais fait, puis tout, je me disais, c'est pas extrêmement compliqué comme produit, selon moi, ce que vous faites. C'est peut-être une assumption. Non, c'est pas extrêmement. Non, c'est pas. On est du software, c'est pas. En fait, excuse-moi. On n'est pas un produit technologique de manière technique complexe, mais en termes anthropologiques, socioculturels, comprendre les nuances, il y a vraiment de la finesse à avoir. Puis peu de gens le voient et le comprennent. Exact. Fait que ma question, c'est, selon moi, avec du no-code, low-code, tu aurais probablement pu builder genre une version fucking nice de Partage Club, l'app, mais le cash, tu l'as levé. Pourquoi, dans le fond? C'est mostly pour la construction de la plateforme, parce que tu voulais que ce soit méga, super duper sharp. Y a-tu des enjeux technologiques que je vois pas, ou c'est justement pour la commercialisation, le marketing, le changement de comportement que tu as voulu lever du cash pour avoir plus de moyens pour ça? Tu sais, je me demandais cette question. Le no-code, j'avais l'impression que c'était quand même restreignant. Puis peut-être je ne l'ai pas assez exploré, honnêtement. J'aurais peut-être pu trouver. Mais dans ma tête, je pensais... Puis après, j'étais comme... Quelqu'un m'a mis dans la tête vraiment tôt. Faut aller chercher les shreds. Puis il faut que tu engages du monde canadien pour être capable d'aller... Puis je me suis posé la question, est-ce que je outsource ou je le fais à l'interne? Puis finalement, je me suis rendu compte que le produit allait tellement évoluer vite que je voulais l'avoir très, très proche. Puis, fait qu'on a engagé des développeurs. Puis, je pense qu'on a raisé pour les développeurs, mais aussi pour toute l'équipe. J'ai quasiment mis autant en UX, en UI qu'en dev, honnêtement. Ouais, c'est ça. Fait que toute l'expérience, c'était quand même vraiment important d'aller chercher de la... Je l'aurais pas pu le faire tout seul. Je veux dire, il y avait quand même de l'accompagnement stratégique là-dedans. Ouais. Puis, au niveau marketing, comme plus... C'était beaucoup de la masse salariale au début, là, l'équipe. On était 4-5 personnes. On était quand même très lean. Puis là, on commence à investir plus là, dans nos équipes, mais on est beaucoup dans... là, on réinvestit dans le produit parce qu'on veut accélérer le user experience, mais la commercialisation beaucoup, puis le client success. Insane. Y a-tu des catégories de logiciels ou de software ou d'app qui ressemblent à la tienne, mais qui sont pas exactement... Genre, c'est quoi les produits qui ressemblent à Partage Club, dans le fond? Tu compétitionnes-tu avec des produits, toi, ou avec autre chose? Moi, je dis que je compétitionne contre Costco, Toys R Us puis Facebook Marketplace. Là. Pour moi, c'est ça ma compétition. Okay. Moi, dans le fond, parce qu'en ce moment, les gens ne partagent pas. On est dans un blue ocean. T'sais, les gens ne partagent pas. Les gens achètent ou vendent ou donnent parce qu'on est dans une logique de possession. Ce qu'on comprend, là, les sociétés occidentales, c'est que j'ai besoin d'une perceuse une perceuse par personne. Tu comprends? C'est soit je t'avance, soit je t'adonne, mais une perceuse pour 50 personnes... On ne l'a pas conceptualisé comme ça. Moi, je veux baisser le nombre d'objets en circulation parce que je veux qu'il y ait moins de ressources naturelles qui soient prises parce qu'en ce moment, tu es en train de piller, en fait, nos ressources naturelles. Ouais. Les gens ne sont plus capables de s'acheter les choses qu'ils étaient capables. T'sais, 74% des Québécois sont inquiets sur leur situation financière, mais ils continuent à acheter à Black Friday pour leur air fryer qu'ils vont utiliser 2 fois dans l'année. Ouais, mais c'est vraiment un bon produit, l'air fryer. Tu sais, le gars, il comprend rien de ce qu'il a fait. Il dit... Non, je te file, mais... All right. Mais il y a d'autres produits là, que je pourrais dire qui seraient comme dans un peu l'esprit, mais qui n'est pas pareil, là, comme Turo ou Airbnb qui sont dans le partage, mais c'est plus de la location, c'est moins du partage d'un point de vue... altruiste, et il y a quand même un modèle économique derrière qui reste quand même dans une relation transactionnelle entre 2 users versus du relationnel, puis il y a vraiment des nuances là-dedans. Fait que c'est pas dans le même esprit qu'on fait, mais je te dirais que c'est peut-être ça qui serait... Mais c'est pas dans le partage d'objets. Parce que tu sais, moi, là, j'ouvre des pièces dans ma maison des fois, puis je le feel, ce que tu dis. Je suis comme, man, la majorité de ce qu'il y a ici, je sais pas c'est quoi, premièrement, parce que je suis pas très manuel. On se le cachera pas. Puis la fois que j'en ai besoin, c'est une fois aux 4 ans, genre. Le reste du temps, c'est là. Ça prend de la poussière, de la place, puis tout ça. Fait que, d'ailleurs, parenthèse, je me demande quasiment si tu pourrais pas appeler au minimalisme esthétique des gens, d'avoir une maison, genre, avec de l'espace pour les vraies choses. Je sais pas. Ben oui.
Ouais. Mais il y a une grosse tendance là-dessus, le Marie Kondo. Puis... Oui, exact. Ben, ouais, tu le potes justement après toi, Marie Kondo. Puis, mais fait que Frank a besoin de 0,01 perceuse dans sa vie, peut-être. Là. Ouais. Puis avec... Une perceuse, sais-tu combien de temps qu'elle est utilisée dans sa vie de perceuse? Non. En moyenne, combien tu penses? Je vais le calculer en minutes, puis je vais dire genre 47 minutes. 10. Tabarnak. Il y en a qui en ont 4. Ah, eux autres. Pauvres eux autres, pareil, Ouais. ces perceuses-là. Insane. OK, ben là, parfait. Fait que toi, c'est du partage. Il y a de l'abondance qui est ailleurs, qui est juste à travers des transactions, mettons, économiques ou mercantiles. Comment tu fais pour convaincre le monde d'utiliser ça? Parce que moi, là, je le checkais, puis genre, on le checkait ensemble, le produit avec Joël, puis j'étais là. Tu sais, moi, je suis un peu sauvage, là. Genre, tu sais, j'ai pas envie là, que mon voisin me fasse un ping sur mon téléphone, puis qu'il me dise, genre, Frank, t'as-tu un marteau? Là? Genre, comment. Est-ce qu'il faut que tu aies une prédisposition psychologique ou personnelle pour pouvoir être un power user de cette app-là? Ou est-ce qu'il y a un genre de network effect qui fait que, Chris, quand t'as assez de monde autour de toi qui le font, t'es comme, ben là, je suis pas plus cave qu'un autre, moi tout, je vais mettre une coupe de produits puis emprunter une coupe d'affaires, genre. Mais ça m'intéresse de savoir, tu dis, moi, je veux pas que mon voisin il me ping pour ma perceuse. Mais ton voisin, il cogne chez vous pour t'emprunter la perceuse, t'es pas down? C'est parce que mon chien fait de l'anxiété, là. Fait que mon chien va crier, puis tout ça, va falloir que je gère mon chien. Non, ben, je suis pas down. Joël, admettons, elle veut t'emprunter ta perceuse. Si Joël, je voudrais prêter ma perceuse. Ah, ben c'est ça, on va te mettre dans un club de confiance, ça va bien aller. Ah, c'est On cool, a ça, c'est une de nos features. Tu peux le faire avec tes collègues. J'étais en train d'exprimer un pain, puis t'es là, j'ai une feature pour ça. Non, je pense. Écoute, j'essaie de voir, parce que Mais je peux quand j'ai cohabité avec des gens, genre dans un bloc appartement, j'ai pas eu des bonnes expériences. Là. C'était pas du monde avec qui que j'avais envie d'échanger nécessairement. Ça, c'était quand j'étais plus jeune, puis beaucoup plus pauvre aussi, by the way. Là, aujourd'hui, j'habite. Je suis extrêmement privilégié. Là. Je suis conscient. Là, j'habite genre au lac Beauport dans un cul-de-sac, puis genre, le monde autour de moi, c'est genre des vieux retraités bien smart, puis comme ça me ferait plaisir de m'échanger des produits avec eux autres. Mais dans ce cas-ci, je me dis, pourquoi j'ai besoin de Partage Club pour faire ça? C'est-tu parce que moi, dans le fond, j'ai pas assez de densité, puis j'ai juste à builder 2-3 relations avec mes voisins immédiats, puis j'ai cette espèce de réseau d'échange puis de partage-là, puis que dans des communautés ou des centres avec plus de densité, ben là, justement, Partage Club devient extrêmement valuable. C'est ça un peu? Ou? Ben, premièrement, dans le marché de la seconde main, 85% de la pratique de seconde main est encore dans une logique de possession, donc de la vente puis du don. Ouais. Le partage, des fois, les gens disent... Usager. Ouais. Dans l'usage, fait que dans l'usager, dans le second hand, dans l'achat de seconde, dans la pratique du seconde main. Fait que pas du neuf, là, des objets de seconde main. Fait que c'est de l'achat ou de la vente, la pratique. Facebook pour y avoir Marketplace. accès. Exactement. Okay. Parce qu'on est dans une logique de possession, une perceuse par une personne, c'est comme ça qu'on voit les choses. Puis les gens, des fois, nous disent « Ouais, mais j'ai-tu besoin d'une app pour partager? Je le fais déjà. » C'est pas vrai. Les gens, c'est moins de 5% des gens qui vont partager ou qui vont emprunter ou louer. La location aussi, on le fait pas. Pourquoi on fait pas de la location? Parce qu'il y en a, là, des Loutec, puis Hirona, tu sais, bon... Ouais. C'est parce que le prix entre la location et l'achat est tellement proche pour le trouble que c'est de louer que les gens vont dire, je vais l'acheter. Après, je vais l'avoir. Puis après, tu dis, mais entre tes voisins. Mais entre tes voisins, qu'est-ce qui arrive? C'est que si tu veux, mettons, un kit de ski de rando, tu as tes amis qui disaient, on va faire du ski de rando le week-end, OK? Tu veux l'essayer une fois, kit de camping, toutes tes affaires que tu as achetées pour le camping. Ça se peut que tes 3 personnes qui sont des aînés, là, ils n'ont pas ce kit-là. Fait que tu vas vouloir aller un petit peu plus large. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens sont gênés de demander. Vraiment? Ils veulent pas dire, ben là, je vais passer pour un cheap, je suis capable de me l'acheter. Parce que qu'est-ce qu'on valorise? On valorise l'indépendance et non l'interdépendance. Par contre, on est tout interdépendants de nos parents. OK? De manière innée. Puis tu sais, je parlais à quelqu'un en Afrique, à Kintele. Puis je parlais de mon projet à un moment donné, random, dans une conférence. Puis j'ai dit, on fait du partage, là. Puis une autre de mes voisines aussi, qui est camerounaise, a dit, nous, le partage, là, ça fait partie de notre ADN. C'est qui on est. Ils vivent en communauté. Ouais. Fait que c'est vraiment tout ce qui est Occident. Fait que Nord-Américain, Europe, nous autres, on est rendus, on s'est déconnectés à cause du capitalisme. On connaît 40% des gens connaissent entre 0 et 2 de leurs voisins. On vit tous sur notre île. On est seul. On a juste le goût de connaître les gens. Parce qu'avec la pandémie, on a réalisé à quel point qu'on est seul et triste. C'est vraiment, là, c'est triste, là. Là, en ce moment, ce qui arrive au niveau économique, tout le monde en arrache. Puis au niveau environnemental, tout est en train de péter.
Fait que le partage va être une solution. Je fais. Elle a l'air comme peut-être pas évidente demain. Fait que tu dis, pourquoi moi j'irais sur ton app? Parce qu'à un moment donné, là, ton kit de rando, ta tente, si tu as ça, de 1, ça va te coûter cher. Puis de 2, tu n'auras plus l'espace. Puis de 3, à un moment donné, tu vas comprendre que ça fait pas de sens d'un point de vue environnemental. Ouais, fait que toi, tu bêtes aussi sur un courant, une vague On est au début sociale de la vague. qui va, sur lequel ton produit et ta compagnie vont surfer aussi, tu sais. Puis peut-être justement que moi, comme personne individuelle qui est anecdotique là, ici, là, mais genre, j'ai pas senti ou vécu ces choses-là encore. J'ai pas eu les pieds dans la vague encore, tu sais. Mais je trouve ça fascinant, honnêtement. Non, je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. Merci. Puis j'ai le goût de catcher comment tu les pognes, tes clients, dans le fond. Ouais. Fait que parle-moi de ça. C'est sûr que nous, c'est l'effet de réseau. Fait que, pour qu'il y ait du partage, il faut qu'il y ait de la confiance, mais il faut que tu sois proche de la personne. Fait que t'as beau être à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur ta rue, tout seul, ça va être dur de partager. Fait que nous, dans le fond, le challenge, c'est un peu, il faut faire de l'acquisition, de l'adoption très densifiée pour que ça partage. Puis en même temps, tu peux pas le faire à chaque mois, 2 mois, les gens vont se désengager. Fait qu'il faut qu'il y ait comme un moment d'adoption rapide en même temps sur une période, sur un très, très hyper-local. Donc, nous, c'est sûr qu'au Québec, on a beaucoup de visibilité média, il y a beaucoup de gens qui nous ont connus, puis ça s'est densifié. Mais la façon que ça nous a permis de pérenniser le modèle puis d'aller chercher nos users, ça a été de travailler à ce qu'on appelle Partage Club Pro. Donc, Partage Club Pro, c'est des entreprises, des villes, des promoteurs immobiliers puis des universités qui nous ont contactés puis qui nous ont dit, non, on voudrait acheter des licences à notre communauté, créer notre club à nous. Puis, ils vont avoir accès quand même à leur club de quartier, mais on voudrait le payer pour eux. Fait que, l'exemple, on travaille avec des villes, c'est les villes qui font le marketing. Parce qu'en fait, les villes payent et font le marketing pour aller chercher les users. C'est comme, ça devient un peu comme des channel partners ou des distributeurs, là, des partenaires de distribution de ton app. Exact. C'est fucking cool, ça. Puis ça, c'est eux qui te l'ont demandé? Ou c'est tout du naturel. C'est tout du naturel. À un moment donné, il y a un promoteur immobilier qui m'a dit « Hey, as-tu pensé pour des immeubles? » J'étais non. Puis là, à un moment donné, une université, « Hey, nous autres, on voudrait le... » Puis là, c'est comme... Fait que là, on a comme créé 4 segments là-dessus. Puis là, en ce moment, le segment qui est en plus forte croissance, puis qui a tous renouvelé, c'est les villes. Beaucoup les villes. Puis c'est rapide. Oui, bien, c'est ça, parce qu'on dirait que ça ajoute une forme une genre de source de confiance ou source d'appartenance de on fait toute partie de cette espèce de building-là, ville-là, université-là. Fait que j'ai l'impression que ça enlève peut-être même une friction à utiliser l'app parce que tu sais que c'est comme des peers ou du monde qui font partie de la même clan que toi. Oui, tu l'as dit, la confiance, c'est la clé. Puis il y a plein de façons de créer la confiance. Il y a le fait, la proximité géographique parce que hey, tu m'as emprunté, mais je t'ai retrouvé à l'épicerie, puis comme je sais t'habites où, puis c'est un peu gênant, là, tu m'as pas ramené l'objet, mais t'étais sur ma... Tu sais, comme... Ouais, OK, t'as comme une... Ouais. Il y a ça. Une charge, pas une charge, mais un équilibre social qui gère un peu l'équilibre dans l'app aussi, genre. Ouais. Je sais pas comment dire. Ben oui, c'est parce que... Puis c'est parce qu'il y a une imputabilité, puis quand tu partages, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas souvent emprunter plusieurs fois. Tu sais, moi, j'ai emprunté un projecteur, j'ai emprunté 10 fois à mon voisin. Ben finalement, c'est le producteur d'une émission vraiment nice. Il m'a donné... c'est devenu mon ami, tu sais. C'est comme... J'ai vu que tu crées du lien de confiance avec les gens. C'est pas une expérience marketplace, là. Puis ce qui arrive, c'est que ça prend de la confiance pour partager. Mais le cadeau là-dedans, c'est que ça en crée. Ouais. Ben c'est que ça. J'ai l'impression que c'est un cheval de Troie, ton app, quasiment pour... Un cheval de Troie? Un cheval de Troie pour... C'est genre, c'est un truc utile, bon pour l'économie, pour l'écologie, l'environnement. Genre, utilise-le, ça va te régler un petit problème. Mais à travers ça, ça te crée des relations dans ta vie, puis genre plus de sécurité puis de confiance. C'est pour ça que je dis un cheval de Troie comme... Ouais. Genre, au final, c'est un bien plus gros puis beau cadeau qu'il y a en arrière, genre, I guess. Puis le feeling là, de... Parce que si tu trouves pas ce que tu as dans l'app, tu peux dire « Hey, j'ai besoin de bottes de cow-boy pour hommes des 10. » D'ailleurs, c'est ça, je te filais, là, ton personne. Non, mais tu sais, il y a personne qui a mis ça dans ton quartier, mais tu en as besoin parce que ce qu'on voit dans l'app, c'est la pointe de l'iceberg. Moi, je l'appelle le catalogue invisible, OK? Fait que si tu trouves pas ce que tu as besoin, tu peux envoyer un besoin puis dire, dans le fond, ça envoie une alerte dans un kilométrage. Puis 85% des besoins sont répondus en 24 heures. Insane, ça. Insane feature, ouais. Puis quand que ça t'arrive, là,
hey, j'ai besoin des raquettes de ci. Puis là, t'as comme 4 demandes. Le feeling qu'elle s'est fait, c'est comme, ben voyons donc. Même encore aujourd'hui, moi-même, où mes employés disent, mais ça marche. Puis je suis comme, niaiser, la gang. Genre, c'est sûr que ça marche, mais à chaque fois, il y a comme ça redonne foi en l'humanité. C'est Non, mais vraiment hot. Pour de vrai? Non, mais oui, non, je trouve ça vraiment hot pour de vrai. Je suis pas sarcastique, sérieux. Non, je trouve ça vraiment hot pour de vrai. Je trouve que t'es une excellente porte-parole puis ambassadrice de ta cause et de ta compagnie aussi. Là. Ma cause, c'est beau, hein? Tu dis pas ça souvent à d'autres founders. Hein? Non. Non, la cause du CRM pour dentiste, là, c'est pas une cause. Je vais poser une question qui peut avoir l'air d'une niaiserie, mais c'est une vraie question. Qu'est-ce qui m'empêche de offrir un dildo, genre, sur tu sais, des objets comme sexuels ou pas sécuritaires ou pas family-friendly, genre. Ouais. Tu sais, comment tu fais pour, genre, gérer ça? Ben, on a eu une demande à Laval de quelqu'un qui cherchait une petite chatte chaude, là. Excuse-moi, j'étais pas prêt. T'étais pas prêt. Ah, mais tu m'as up mon game, j'ai fait l'affaire de dildo, t'as dit non, check bien, bolé. Vas-y, tu Fait quoi? Ben c'est ça. Fait que ce qui est merveilleux, c'est que les gens sont quand même vite sur le piton en termes de signalisation. Donc, on a un système de signalisation, puis tu sais, juste entre users, dans le fond. Fait que ça nous permet vraiment de regarder ça. Si on a des mécanismes aussi au niveau IA, on a des termes et conditions d'un point de vue légal, tu sais. Ce qui vaut ce que ça vaut. Ce qui vaut ce que ça vaut en termes de prévention, mais on attrape quand même assez vite. Là aussi, il y a quelqu'un à un moment donné qui avait écrit « fuck vaccine » sur sa photo, puis il y a quelqu'un... Tu sais, les membres, ils plaignent super vite, là. Puis ce qui arrive, on a fait une étude avec McGill sur notre impact social, environnemental, économique sur l'app. J'ai des datas si jamais ça t'intéresse, mais 87 % de nos membres disent qu'ils font plus confiance sur Partage Club aux gens que sur Kijiji ou Marketplace. Fait que ça a comme rien à voir en termes de... Les gens, c'est comme sont très protecteurs de l'expérience de confiance, là. Exact. Puis ça te crée un peu... c'est comme du monitoring ou de la veille organique. C'est comme si tu avais des anticorps au virus dans ton système direct qui vont kick in sans que toi, t'ailles à tout checker à mitaine. C'est vraiment hot. C'est vraiment hot. Je vais pas parler de l'affaire de fuck vaccine. Je vais move on. Fait à date, l'acquisition, tu disais que c'était hyper local. Tu fais-tu genre des campagnes d'activation? Tu mets-tu de la pub? Tu fais-tu du contenu? Tu spots-tu des influenceurs? Y a-tu quoi que ce soit qui est structuré à ce niveau-là, mettons? Bien, on est en train de se structurer. Dans le fond, là, on a une équipe qui est de community building, mais pas community building style médias sociaux, vraiment genre bâtir des communautés dans l'app, très terrain. Puis une équipe de client success qui travaille ensemble. Puis un de nos projets corpo cette année, puis tu sais, moi, j'étais une fille de pub média, fait que je faisais du e-commerce, tu sais, j'étais vraiment, d'ailleurs, un autre point en commun. Ouais, c'est vrai. Très data-driven. Fait que là, ce qu'on est en train de faire, c'est de tester un paquet de tactiques avec des coûts par téléchargement. Puis on le fait avec nos clients pros. Fait que c'est nos clients qui investissent déjà avec nous autres. Puis là, on est en train de tester toutes ces tactiques-là. Puis tu sais, admettons, qu'est-ce qui marche dans une université? Qu'est-ce qui marche dans une ville? Tu sais, puis selon rural, banlieue, tu sais, il y a vraiment des métriques pour voir lequel nous amène le plus rapidement de l'adoption. Fait qu'on teste des affaires grassroots, des hacks du média. On teste plein d'affaires. C'est fun. Pour éventuellement avoir une espèce de catalogue pour avoir notre playbook de dire, bon, ben premier mois, on fait ça, bang. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est de l'organique. Nos clients ont des canaux de communication, c'est à leur communauté. Fait qu'on teste avec leurs canaux. Des fois, il y a des trucs externes pour arriver à une espèce de playbook d'adoption hyper rapide. Tu sais, je te donne un exemple. Une des choses qu'on va tester aux universités. Les universités, c'est le pire, OK? Les universités, c'est pire que des villes. Ils ont tellement de com. Les gens, quand ils sont sur l'app, ils partagent. On a des super beaux tons d'engagement. Mais communiquer à des étudiants sur un campus, c'est l'enfer. Ils sont bombardés d'informations. Fait que là, c'est comme un problème. Mais là, une des choses qu'ils vont tester, c'est vraiment cool. Il y a comme une espèce d'événement entre étudiants. Puis ce qu'ils vont dire, c'est que si tu veux avoir ton ticket, ton cover gratuit, il faut que tu aies téléchargé l'app. Fait qu'on va payer les covers de 5$ si tu télécharges l'app. Connais-tu Evelia? C'est une plateforme d'organisation d'événements qui a été faite par les deux founders, deux gars que je connais. Il y avait Lexia, achat et vente de livres usagés dans les universités, les collèges. Ça s'appelle comment? Puis la plateforme de gestion événementielle pour le milieu académique, puis tout ça, c'est Evelia. Evelia. Ouais. Ils sont bons dans... C'est vraiment hot ce qu'ils ont buildé, puis ça augmente beaucoup en adoption. Il y a plein d'assos qui utilisent ça, puis nice. c'est designé vraiment pour ce monde-là. Fait que je fais une plug, mais je pense que c'est pertinent. C'est pour ça que je le fais.
OK, fait que c'est ça. Qu'est-ce que vous essayez, là, dans le fond? C'est... OK, c'est bon. Il va y avoir un... Pour waver le cover de 5$ que quand tu étais étudiant, 5$, c'est 5$, right? Ben oui. Fait qu'on va faire download des laps, mettons, pour essayer de voir si ça peut... Ben, potentiellement, on pourrait aller chercher quand même à très peu de frais comme 1000 users. Tu sais, je veux dire, fait que nous, en ce moment, on est en train de tester plein de choses. Fait qu'on fait beaucoup de R&D marketing. Ouais, c'est cool. Ouais, parce que c'est ça. C'est le moment aussi, parce que là, tu veux raiser un autre round, puis tu sais, à un moment donné, il va falloir que tu aies un playbook comme répétable puis scalable pour commercialiser ton produit. Fait que c'est le temps de faire ça. C'est cool. Mais qu'on s'en reparle à un moment donné, tu vas avoir trouvé un ou deux playbooks malades. Ouais. Mais ça va quand même bien. On a des petits défis universités, mais on a quand même tous nos clients renouvelés d'un point de vue ville. Puis ça, je veux dire, il y a quand même un pas. Ça se passe bien. Mais oui, il faut s'améliorer. Ah ouais. La CEO a dit tout le temps que ça se passe bien. Ah, mais ça se passe bien. Honnêtement, je vais bien. Tu vas bien? Ouais, je vais Fuck bien. Yeah. C'est important de se le dire pour de vrai. Celle-là est important. Ouais. C'est vrai. Non, c'est malade. Tu vas bien. Est-ce que ton entourage, ça joue sur ton humeur? Ma question est la suivante. L'entrepreneur est-elle entourée d'autres entrepreneurs, de mentors? C'est quoi ton support entrepreneurial dans ta vie, genre? Mon mari est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pardon ton mari. Il s'occupe beaucoup des enfants. En tout cas, c'est la réalité. Là. Une maman entrepreneur, ma partner, parce que j'ai une partner aussi, c'est une femme. Elle a 3 enfants de jeune âge. On est 2 femmes. C'est des gros... Tu sais, si on n'avait pas des chums qui... Fait que ça, c'est super important. Sinon, je me suis vite dotée d'un comité aviseur très rapidement. J'ai créé un comité aviseur qu'on rencontre à chaque 2 mois. Puis, cool. Sylvain Carle, Frédéric Bastien. Sylvain Carle, je pense qu'il est quand même connu de la communauté. Frédéric Bastien, il est chairman de Ange Québec. Puis il a eu 2 compagnies, il a eu 2 super bons exits en milieu de la tech. Super bienveillant. Ça a été mon premier chèque aussi, investor. Bienveillant. C'est un beau compliment à faire à quelqu'un. C'est une belle qualité. Bon, on est tous très bienveillants. Tu sais, on est business, on veut que ça marche, on se dit les vraies affaires, on est ambitieux, on est performant, mais on est vraiment, on a les valeurs vraiment alignées. J'ai Marie-Chantal Chassé, qui est l'ancienne ministre de l'Environnement, qui est aussi notre comité aviseur. MC. Ouais, MC, on la salue. Puis j'ai Frédéric Manceau, qui est un CFO, fractional CFO, fait vraiment plus d'un point de vue financier, flux de trésorerie. Fait que t'es bien entouré. Ouais. Ben, moi, j'ai découvert que de demander dans la vie, les gens, souvent, ils répondaient par oui. Fait que j'ai aucun problème à rapidement... Mais j'ai plein d'autres gens autour de moi. Là. Si c'est une chose que je fais bien, c'est de m'entourer. Ouais, je pense que demander, c'est genre un superpower quand tu casses un peu genre l'ego, la gêne, les projections que tu fais, puis tu fais juste demander. Puis le pire qui arrive, c'est genre silence ou non. Puis, man, t'es au même état que t'étais. Genre, y a pas rien, t'as pas rien perdu, tout est beau, tu peux continuer. Fait que demander, là, c'est asymétrique comme pouvoir. Là. Ça te coûte à peine de temps, puis souvent ça t'aide, puis ça t'unlock des affaires. Fait que j'aime ça que tu Imagine sur Partage Club. Ouais, ça n'a pas de sens. Hey man, j'ai tellement hâte de me pogner une perceuse sur Partage Club. Je suis en train de te convertir. Qu'est-ce qui est le plus tough à propos de travailler avec toi, tu dirais? Moi, je veux tout le temps que ça aille vite. Tu veux que ça aille vite? Ouais, je veux que ça aille vite. Tout va très vite. Ça va vite dans ma tête. Puis, tu sais, je suis tout le temps... je suis quand même très intense. OK. Fait que des fois, pour des gens, c'est difficile à suivre comme rythme. Fait que je sais que c'est comme pas que c'est un... En fait, c'est pas un blind spot, parce que je le sais. Ouais. Mais je veux dire, je sais qu'il faut que je fasse attention à l'équipe, tu sais, puis de dire... ça, c'est mon rythme. Ça veut pas dire que j'exige tout le temps le rythme. Tu sais, il faut que les gens ils me disent leur limite, puis tout ça. Fait que je sais que je peux être drainante. C'est fucked up parce que t'aimes la vitesse, t'as un billet pour la vitesse pour construire ta compagnie puis tout. Mais le but, la mission, c'est aussi de ralentir le monde de l'économie. Fait qu'il y a comme une tension paradoxale ici qu'on va explorer dans notre prochain épisode de Thérapie avec Frank. Ben, je vais juste tellement. Je vais juste move on. T'as raison. T'as-tu des expériences à me partager par rapport à être une femme en tech? C'est pas... c'est un sujet que différentes femmes ont différentes expériences, puis j'en rencontre de plus en plus, puis il y en a qui me disent « Check, man, j'ai comme pas rien d'intéressant à dire par rapport à ça », puis il y en a d'autres qui ont comme « Non, moi, j'ai vécu une couple d'affaires que ça vaut la peine de parler, fait que micro est à toi pour ça. » Ouais, ben il y a une chose qui est super intéressante, c'est que
il y a une étude qui a été faite, il faudrait que je te l'envoie, peut-être pour les gens qui écoutent le podcast qui sont intéressés. Ouais. C'est Isabelle Thibault de l'Esplanade, directrice, c'est un incubateur d'impact, une entreprise d'impact. Il y a une étude qui a été faite, tu sais, dans les concours de pitch puis tout ça, là. Ils ont passé des femmes puis des hommes, puis les gens ont tendance, quand c'est une femme, à poser des questions quand les gens pitch sur des questions de rassurer, de gestion de risque. Fait qu'ils vont poser des questions à des femmes. Qu'est-ce qui va arriver si ça? Qu'est-ce qui va arriver? Fait que la femme va répondre de manière pour rassurer. Tandis que souvent, les questions qu'ils vont te poser à des hommes, c'est des questions de promotion. C'est quoi tes objectifs d'affaires? Tu te vois où dans 4 ans, tatati? Fait que les hommes vont répondre par ça. Fait que ça va faire que les réponses, parce que les gens inconsciemment pensent que c'est plus risqué avec une femme, ils ont moins l'habitude, fait qu'ils sont plus en gestion de risque versus ils veulent savoir l'ambition de l'homme. Fait que ça déséquilibre complètement les réponses. Puis ça fait en sorte que c'est pour ça qu'aujourd'hui, en financement, il y a vraiment un disproportionnel d'un point de vue combien il y a de femmes en tech versus de hommes, puis le funding qui va à hommes ou femmes. Fait qu'il y a des gros billets de l'industrie en ce moment qui sont en train d'adresser. Puis moi, je le vis aussi, là. Même, tu sais, des fois, mes investisseurs sont comme, mais là, tu raises. Comment ça qu'on n'arrive pas à closer? Puis là, ça se passe bien. Je pense qu'on va vraiment closer. Ça avance très bien, notre round. Mais je pense que la femme, c'est comme si... puis pourtant, c'est prouvé que les femmes aussi très structurées, très minutieuses, très analysées, plan A, B, C, D, E. Je pense que les hommes aussi, là, mais il y a des fonds, justement, qui investissent dans les femmes parce qu'ils se disent comme les femmes sont très prévoyantes sur certains aspects. Fait que je pense qu'il y a encore beaucoup d'inégalités à ce niveau-là, mais il y a beaucoup de visibilité qui est faite pour la femme. Il y a aussi des fonds ou des organismes qui sont faits pour les femmes, mais finalement, tu te rends compte... Je sais que ça brasse sur l'industrie en ce moment. Il y a des échos que ces fonds-là ont fondé aussi des startups qui étaient finalement fondées par des hommes, mais que c'était des femmes sur les comités de direction. Mais tu dis, crème, il y a tellement de co-founders ou des founders femmes qui pourraient être fondés, tu sais. Fait que, est-ce que c'est vraiment intentionnel qu'on veut aider les femmes là-dedans ou il y a encore justement de l'iniquité par rapport à ça? Fait que je pense qu'il y a encore beaucoup de billets pour les femmes à la tête d'entreprises technologiques. Puis l'autre chose, c'est... Penses-tu qu'il y a certains de ces billets-là qui sont valides? Mettons que je mets mon chapeau d'avocat du diable à 100%. Ouais. Je te dis, genre, y a-tu quelque chose dans le journey ou la vie d'une femme, ou même la personnalité d'une femme, qui implique certains risques supplémentaires, mettons, pour des investisseurs, si la femme décide d'être en entrepreneuriat? Ben, je pense qu'il y a des risques autant d'un homme que d'une femme. Je pense que, tu sais, il y a des traits plus masculins puis il y a des traits plus féminins. Ouais, tu me parlais de ça, j'aimais ça. Ben, c'est moi, je peux t'en... C'est dans le fond, on a des traits féminins et masculins chez l'homme et chez la femme. Ouais. Puis, tu sais, la masculinité, les traits masculins, fait que, encore une fois, c'est pas dire les hommes sont de même les femmes, mais c'est les traits. Ben, tu sais, tout ce qui est masculin, c'est beaucoup dans la prise de risque, c'est dans le rayonnement, c'est dans la vente, c'est dans l'organisation, la planification. Tandis que tout ce qui est très féminin, c'est beaucoup dans le gut feeling, dans l'intuition, dans la créativité. Ça, c'est très féminin. Ouais, mais moi, je le sais. Puis avant, quand j'étais kid, j'étais gêné de dire ça à la sœur, je m'en calais. Moi, je suis très féminin dans mes traits. Ouais? Ouais, j'ai beaucoup de créativité, beaucoup de passion, beaucoup d'émotion, beaucoup d'empathie, de sensibilité. Puis c'est ça, tu sais, quand j'étais dans une genre de gang de gars plus classique macho, whatever, des fois, j'essayais de réprimer ça. Puis tout, la sœur, je suis comme non, c'est mon superpower, man, d'être dans même, genre. Fait que, mais il y a un paquet d'autres affaires, genre, j'ai pas le même appétit du risque que certains de mes pères, mettons, masculins ou whatever. Mais c'est intéressant que tu dissocies le genre du trait, tu sais. C'est des traits féminins, mais ils peuvent être dans un homme ou une femme, whatever. Puis c'est des traits masculins, ils peuvent être dans un homme ou une femme, whatever. Exactement. Toi, t'es où là-dessus? Moi, je suis très masculine. OK. Je suis très masculine. Puis ce que je trouve plate, c'est que parce que j'ai été dans des postes exécutifs aussi avant d'être en entreprise, j'ai quand même appris à développer mon côté masculin pour faire ma place. Puis ce que je trouve autant en entrepreneuriat, ben moi en entrepreneuriat, mais dans les entreprises, dans la gestion, c'est que les femmes ont de plus en plus de place, mais elles doivent l'aider de manière très masculine pour faire accepter. Tu arrives sur un board, si tu dis mon feeling, là, c'est que ça, on devrait aller à droite. Le monde va dire, je te donne un exemple. Parce que c'est drôle parce que on a eu une formation de quelqu'un en investissement, puis j'ai posé la même question. J'ai dit, trouves-tu sur les boards, parce que lui, il est rendu, il est observer, puis il participe dans des CA aussi, série A, B, C, D, E, à différents niveaux.
Puis j'ai dit, trouves-tu dans les gouvernances que maintenant, il y a du leadership féminin? Tu sais, qu'on prend tu sais, sur l'émotion, sur le gut feeling, plus dans le leadership féminin où c'est très masculin. Il dit, non, il y a eu des questions d'un point de vue RH qu'on était sensible aux... Je suis comme, non, mais moi, je parle pas juste des questions RH, je parle des questions business. Exemple, là, c'est là j'arrive. Nous, on avait un client qui générait beaucoup, beaucoup d'argent. Mais on le trustait pas dans la relation. Puis je pouvais pas dire on paper pourquoi, mais c'était intuitif. Ma partenaire l'a rencontré, elle en a fait des cauchemars. Une autre personne l'a rencontré, ma VP croissance filait pas. Quand on est arrivé à notre comité aviseur, puis on en a parlé, on a dit hey, il pourrait nous générer, là, genre, il pourrait 60% de notre revenu l'année prochaine. Tu sais, il pourrait nous faire exploser un marché. Mais on le file pas. Puis il y avait un de nos aviseurs qui était comme mais là, la gang. On s'en calisse de vos feelings. On s'en calisse de vos feelings, mais on a fait, sais-tu quoi? On est tout le monde, on le file pas, on va pas le faire. Puis j'avais vu amener une entrepreneur autochtone qui disait, il y aura jamais un contrat qui va te préserver d'une relation avec qui tu fais pas confiance. Il va arriver de la merde à un moment donné. Fait que souvent, puis tu sais, des investisseurs, j'en ai des histoires là, d'investisseurs que les gens filaient, là. Puis à un moment, ils ont forcé des faillites, là, des histoires de cauchemar. Puis ça, c'est toute l'intuition. Ouais. C'est malade ce que tu dis parce que c'est comme, c'est valuable. C'est juste pas mesurable. Fait qu'il y a autant de validité à une intuition qu'à de la data pour prendre une décision d'affaires. C'est juste que de la data, ça peut sembler plus concret et matériel pour les autres. Fait que c'est plus facile d'aligner les gens autour de la data. Mais Marc-André Campagna, qui a levé un paquet de cash là, pour autant Oxio que Gaia, il m'en a parlé de ça dans un gros case study qu'on a fait sur sa dernière round. Sur l'intuition? Oui, sur le fait que c'est extrêmement important de respecter ça avant de signer avec tes investisseurs parce que si tu as des intuitions positives ou négatives, une fois que le deal est signé, ils vont être magnifiés, genre ils vont être quintuplés. Genre. Tu le sens physiquement, en fait. Ouais. Il y a de la recherche qui a été faite là-dessus. Là. Joanie Lacroix en parle beaucoup. Moi, je l'ai intellectualisé là-dessus. Là. J'ai intellectualisé l'intuition pour arriver à mieux l'éduquer puis l'enseigner à mon équipe. Là. En fait, c'est basé sur... Tu as des ganglions de base, OK? Tu as tes cellules, tu as des... Non, c'est vrai. Puis ce qui arrive, c'est que c'est connecté à tes émotions. Tes émotions ont la mémoire. Il s'est passé de choses dans ton passé, OK? Fait que quand il arrive quelqu'un dans une salle, quand il arrive une situation, là, c'est une mémoire qui n'est pas dans ta tête, mais qui est dans ton ventre puis dans ton cœur. Fait que t'es comme, hey, cette personne-là, je la file pas. Genre. Mais une autre personne, elle va la filer. Mais toi, c'est parce que ton set de valeurs se souvient qu'il est arrivé telle situation que tu n'étais pas aligné. Fait que ça t'envoie des signaux de genre warning, don't go there. Fait que ça, c'est vraiment ton set de valeurs à toi. Fait qu'il faut vraiment que tu l'écoutes parce qu'à un moment donné, ça va juste t'amener genre où est-ce que tu veux pas aller. Il va arriver des discussions ou des situations qui vont faire que vous n'êtes pas alignés parce que émotivement, ton set de valeurs, c'est ça, tes valeurs sont connectées à tes émotions. Fait que c'est super précis. C'est pas on paper engager quelqu'un. Tu sais, des fois, t'es comme la personne, elle va tout le temps engager sur l'intuition. En tout cas, je peux pas me partir là-dessus. Ben, c'est que j'essaie de... C'est ça, mon réflexe, c'est tout le temps d'essayer de trouver l'inverse, genre, puis de voir si ça peut amener la conversation où. Puis là, je me dis... Mais moi, là, des émotions que j'ai eues là, dans ma vie, il y en a une chier qui était genre pas valide, irrationnelle, que genre j'aurais pas dû prendre des décisions en fonction de ces émotions-là. Puis ces émotions-là étaient la résultante de moi qui me connais pas assez ou qui me gère mal l'information. T'sais. Fait que, mettons, dans mon set d'émotions que j'ai, là, mon inventaire d'émotions, il y en a un paquet sur lesquels je voudrais pas prendre des décisions. Mais ce que j'ai l'impression qu'ils sont pas de la même classe que celle que tu me décris. Celle que tu me décris, on dirait que c'est quasiment primal, genre, je sais pas comment le dire. Que c'est pas je suis anxieux parce que j'ai eu des pensées, puis ces pensées-là m'ont créé des faux scénarios, puis là, ça m'a généré de l'anxiété, puis avec cette anxiété-là, je prends une décision de merde. C'est plus, avant même d'avoir pensé, puis être cognitif, whatever, je me sens, il y a quelque chose, genre, d'instinctif, justement. Fait que c'est comme pas la... Là, je me convainc que t'as raison, là, fait qu'on va aller à un autre point. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Là. Je pense que plus t'es aligné, je pense, c'est comme ta boussole. Moi, je pense que plus t'es aligné dans ta vie sur qui t'es et tes valeurs, plus ta boussole d'intuition, elle va être tête. Si t'es en questionnement sur genre, c'est quoi tes valeurs, puis des fois, t'es en transition de valeurs. Des fois, t'es dans une place dans ta vie que t'es en train d'évoluer à un nouveau set de valeurs. Exact. Fait que là, c'est pas clair, là, ton intuition, tu sais. Mais quand t'es
sur ton... Puis là, il y a des très bons coachs et des thérapeutes pour nous aider à se réaligner sur nos valeurs. Mais moi, c'est pour ça, comme quand j'ai commencé mon entreprise, j'étais vraiment sur mon X. Puis quand tu es sur ton X puis tes valeurs sont claires, je te dis, tu vois venir ton intuition. Là, puis ça se travaille. Hein. Plus tu écoutes, à un moment donné, tu le sais, tu as des frissons, tu as tes chaleurs, puis plus tu te fais confiance. Moi, des fois, je me dis, je suis une sorcière. Moi, ça me fait chier parce que des fois, je ressens des choses avant même que les choses se passent, puis je suis comme, merde, on l'a pas ce deal-là. Puis là, j'ose pas le dire à l'équipe, mais je suis comme, je le sais d'avance. Je te jure, j'ai... En tout cas, mais là, tu vas me trouver un peu ésotérique. Là, c'est parce que j'ai le goût de me sauver à la course, parce que j'ai peur que tu me lances un sort. Non, je trouve ça sick. Mais on dirait que ça ouvre un paquet genre de boîtes de Pandore que je suis comme... Je reparlerai à Fauve un moment donné. On ira luncher. D'autres affaires, c'est ça. Parce qu'il y a une couple de questions avant qu'on wrap up que je veux qu'on passe en mitraille, mettons. Vas-y. Vous avez eu... Puis là, on va les faire rapid fire. Vous avez eu pas mal de couverture PR. C'était-tu inbound ou c'était-tu une ingénierie que vous avez faite par design? Là? Vous avez cherché ces opportunités-là, vous les avez grabées avec un bon pitch, une bonne histoire. On a un outil AI. Non, je sais pas. Honnêtement, je me suis fait conseiller par 2 amis en PR, mais je pense qu'on a eu énormément d'inbound. Puis avec le PR, c'est que une fois que tu sors quelque chose, il y a comme un effet de thread. Là. Tout le monde le voit, puis là, ça spin pendant un bout. On a comme tout le temps des petits spins de même. Puis je pense qu'on est vraiment pertinent pour la société en ce moment. On arrive avec de quoi qui est vraiment, quand je dis on top of la vague, puis je pense qu'on est grand public quand même, ça touche, fait que ça l'aide. Ouais. Non, c'est ça. Vous avez beaucoup de belles cases à cocher pour des campagnes de PR. Parle-moi d'embauche rapidement. Trouves-tu ça tough, trouver puis engager du bon monde? Surprenamment, non. On reçoit quand même beaucoup de demandes pour venir travailler chez nous de manière spontanée. Puis je pense que c'est parce qu'on est une entreprise qui fait du sens avec un set de valeurs actuelles en ce moment dans la société. Fait qu'on reçoit beaucoup de candidatures. Puis j'ai trouvé mes développeurs avec mon crowdfunding. J'ai plein de gens qui veulent... Fait qu'honnêtement, ça m'a surpris parce qu'en marketing, je sortais d'une place que Great Resignation dans la COVID. Il y avait du turnover, c'était tough. C'est clair. Puis là, à un moment donné, j'ai rappelé mon ancien boss. J'étais comme, hey, pour de vrai, quand il y a un purpose, c'est facile de trouver du monde. Puis les gens sont prêts aussi à comme faire moins d'argent, mais avoir plus de sens. Les gens sont vraiment en quête de sens actuellement. Je sais pas si tu le sens pas autour de toi que les gens sont en quête de sens. Je pense que oui. Je pense que moins moi, parce que j'ai une énorme proportion de mon entourage qui est des entrepreneurs. Puis la majorité, leur sens passe par leur entreprise ou la mission de leur entreprise. Puis des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon, mais genre, ils savent en esti où ils s'en vont. Là, fait que j'ai moins ça, moi. OK. Puis c'est ça. Mais ouais, t'as appelé ton ancien boss pour lui dire, hey, quand il y a un purpose, c'est vraiment facile d'engager, puis après ça, t'as raccroché, on va fuck you, genre. Non, mais tu sais, je veux dire, je sais pourquoi qu'il a fait ça. C'est parce que c'est genre ton mentor encore ou une affaire de même, genre? Non, mais là, j'ai abrégé l'histoire. Là, on se parlait de plein de choses, mais c'est parce qu'on se parlait ensemble. Écoute, j'avais tellement des défis en agence. J'avais créé des équipes volantes de freelance parce qu'il y avait tellement de monde qui bougeait. C'était comme vraiment... Mais toute l'industrie, là, c'était tough, puis c'était vraiment l'enfer. Fait que, mais moi, je pensais que c'était ça partout. Puis quand j'ai comme parti mon entreprise, j'ai réalisé que d'un, les gens ne me négociaient pas au quart de tour pour des salaires pas possibles. De deux, les gens venaient pour comme appliquer à des postes. Puis là, j'étais comme... Fait qu'à un moment donné, quand on s'est reparlé, j'ai juste dit, hey, puis by the way... J'ai vécu ça. Ouais, puis j'ai questionné, j'ai dit, je pense que l'industrie des communications marketing... Mais tu sais, moi, je viens de là. Puis à un moment donné, je m'étais comme... Qu'est-ce qu'on fait? On est responsable de la surconsommation. Là, puis, tu sais, fait qu'il y a un gros disconnect de valeur. Fait que je pense que... Puis on en a besoin de marketing, puis on en a besoin de com. Faut juste réaligner cette industrie-là à des valeurs qui connectent maintenant avec notre société, je pense. C'est juste qu'ils ont un travail à faire. Ouais. Non, c'est intéressant. Y a-tu une grosse erreur top of mind que tu as faite que tu veux partager avec l'audience? J'ai plein d'erreurs que j'ai fait. Écoute, tu le sais, t'es aussi... On apprend, on évolue. Mais une grosse... Toi, t'es comme non, t'as pas fait d'erreur? Je leur laisse victory, je te dirais. Super humble. Ah non, moi, je suis parfait. OK, mais c'est...
J'adore. Moi, je suis fatigué, c'est vendredi. Ouais, une grosse erreur que j'ai faite, c'est il y a un programme avec Investissement Québec qui est Impulsion PME, qui est un super programme qui font un matching en termes d'investissement capital de risque jusqu'à 750 000 $. Donc, si tu raises, mettons, 500 000, ils vont rajouter un 500 000 s'ils décident d'investir avec une new deal. Fait que moi, je les avais rencontrés au début, puis j'étais comme, hey, je vais lever ma pre-seed, puis tout ça. Puis ils m'ont expliqué un peu comment ça marchait. On dit, ben, va lever ta pre-seed. Puis quand tu arrives à 300, 600, 750, ben, comme viens nous voir, puis on pourrait matcher, tu sais. Uh-huh. Puis j'étais comme, OK, ben là, je suis partie avec mon truc de pèlerinage, puis j'étais allée raiser ma pre-seed. C'est comme c'est tough, là. You go, girl. Puis là, j'étais rendue à 600. Fait que j'étais comme quand même contente. C'était un bon montant. Fait que là, j'arrive. Puis, tu sais, genre 6-7 mois plus tard, je me rassois. Puis, on commence la discussion pour commencer le due deal. Puis là, il me dit, bon, ben on va revoir les critères. On les avait regardés. Il dit, puis une chose que j'avais oublié de te dire. Il dit, t'as pas déposé l'argent de chez les avocats dans ton compte de banque. Puis je suis comme, ben je sais pas. Pourquoi? J'osais pas répondre parce que là, je savais, tu sais, t'es comme un chevreuil. T'es genre, ben là, je vais répondre ce que tu veux dire. Là, je sais pas. Je ne répondrai pas si je ne suis pas en présence de mon avocat. Donc là, je dis pourquoi? Il dit, ben j'ai oublié de te dire qu'il faut pas que tu aies déposé l'argent. Il faut que ça reste chez les avocats parce que nous, il faut qu'on joigne pendant que la round est en train encore de raiser. Tu sais, c'est très administratif là-dessus. Puis j'étais comme, mais mettons qu'il y a une partie qui a été déposée, dit ouais, ça peut pas compter, on peut absolument pas rien faire, c'est un gros. Puis là, j'étais comme. J'ai capoté, j'ai pleuré après. Ouais, j'ose croire. Ouais, parce que l'argent avait été déposé. Ouais. Mais c'est ça, je veux dire. Il nous reste pas assez de temps pour que je fasse un rant sur genre les subventions puis le public en général, mais je feel ton pain. Puis clairement, tu as retroussé les manches puis t'as continué. Ouais. Non, mais on a continué, mais avec un peu moins d'argent, ce qui nous a obligés d'être lean. Ce qui est très bon, d'être lean. Lean. Mais tu sais, moi, j'apprends aussi que j'avais tellement de choses à apprendre aussi. Tu sais, looking back, tu sais, des choses, à un moment donné, quelqu'un te donne 3 millions, mais tu as des choses à apprendre avant de la dépenser, cet argent-là. Puis des fois, tu n'as pas tant besoin d'argent pour apprendre. Puis ça, c'est, en tout cas, si j'aurais un conseil à mini-moi, ben pas mini-moi, mais moi, il y a comme 3 à dire, tu sais, comme, ouais. Ouais, non, c'est un bon conseil. Y a-tu, en méga rafale pour terminer, quel SaaS tu utilises à l'interne qui te rend heureuse, que t'aimes? Mixpanel. Mixpanel. Ouais. T'es une fan de Mixpanel? Tu checkes ta data de façon compulsive? Oui, c'est ça. Je me dis, les analystes des Mixpanel doivent dire, oh mon Dieu, à Saint-Lambert, il y a une super user qui refresh genre comme 1000 fois par jour sa data. All right. J'adore. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça se passe plus utile pour toi et ou ta team? De venir, de commencer à découvrir Partage Club et venir s'inscrire à partage.club. C'est 3 semaines d'essai gratuit, sinon c'est 60 $ par année. 100%. Ou d'en parler à sa ville, son entreprise pour l'adoption. Sinon, on recherche 3 candidats actuellement dans notre équipe. Donc, on cherche un product manager. Donc, stratège produit, gestionnaire de projet par rapport... Tout est comme, on pourrait banter. Ben, je veux dire, nous, on a une grosse communauté d'employés puis tout, mais si je peux aider, on checkera. Là. Ouais. Fait qu'on a ce rôle-là, super stratégique, super trippant. On a aussi un community builder, donc tout ce qui est créer notre expertise de gestion de communauté, engager la communauté de programmes de mobilisation. Uh-huh. Puis quelqu'un aussi développement des affaires. Donc, on fait beaucoup d'international. C'est aussi... super stratégique comme discussion. Si vous voulez aider à abolir le capitalisme, finalement, tu sais, le gars, il a rien compris de tout là. Non, pour vrai, partage.club, c'est le site web. Ouais. Il y a un onglet carrière. Ouais, c'est joindre à l'équipe. Ouais. Joindre à l'équipe. Il est clairement travaillé avec un leader comme toi. Ça semble fucking inspirant. Ton énergie, ta vibe, c'est contagieux. J'ai vraiment aimé ça. J'étais pas sûr au début, tu sais. Non. Non, on va parler d'environnement. Non, pour vrai, j'ai vraiment aimé. Puis la seule joke que je voulais faire pour finir, c'est que ton premier nom de business, Toc Toc Toc, ça serait un esti de bon nom pour un SaaS pour les témoins de Jéhovah. Fait que je pense à cette joke-là depuis 1 heure. Okay. Fait que je suis content de l'avoir dit. Honnêtement, je pense qu'il va falloir qu'on s'en reparle, que ce soit offline ou online. J'ai un paquet d'autres questions, mais je trouve qu'on a fait une bonne première couverture. C'est insane ce que tu fais, continue de builder. Merci. Mais bravo pour ce que tu fais aussi. Merci. Merci, puis merci d'être venu. Yay! Cheers. Cheers. All right, folks.
avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus que 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie puis qu'on se rende à 1000 puis qu'on se rende à encore plus que ça. Ben franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi j'amène dans l'infolette. Fait que si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements, puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face, en théorie. Puis sinon, il y a, dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez Ça se passe puis Beehive, c'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir. Puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. Alright, folks, un petit shout-out à Vasco, partenaire produit Ça se passe. Vasco, c'est la plateforme RevOps pour optimiser votre commercialisation de SaaS. Ça aligne les ventes, le marketing puis le customer success pour que tout le monde avance dans la même direction, mais surtout que les revenus suivent. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec leur architecte de revenus, Alexis Boucher. OK? De retour au pod. Ça se passe, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets, parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez Ça se passe, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de Ça se passe. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de Ça se passe n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Léviat Légal, des avocats qui sont tech et founder-friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec l'AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller les voir sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers!